I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Je ne peux m'imaginer plus révolutionnaire que de ralentir les choses. Léon Wieseltier. Ça prend du courage pour se reposer et s'amuser dans un monde où l'épuisement est symbole de prestige. Brené Brown. Plus je suis pressée, plus il est urgent que je ralentisse. Marshall Rosenberg. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille pour 90 minutes avec vous où on parle, je ne sais plus si on parle vraiment de ralentir, si on parle de notre relation et de notre utilisation, de notre perception du temps, mais c'est sûr qu'on va en parler du temps, de la performance, puis peut-être du souhait, pas si secret de plusieurs personnes, de oui ralentir. Quand est-ce qu'on s'est mis à aller vite? On le sait-tu? On s'en est-tu rendu compte? Ça, je suis pas sûre, je sais pas. Pourquoi on va vite si personne n'a le goût d'aller vite? Surtout parce qu'on en entend plusieurs. C'est comme si on créait une société dans laquelle on veut pas vivre, ce qui me perturbe beaucoup. Comment l'idée de ralentir est devenue importante, voire quasiment une mode dans les 10 dernières années? Est-ce que c'est pour tout le monde, ralentir? Qu'est-ce que ça implique? Ralentir dans nos vies, quels sont les réels changements palpables et concrets en ralentissant le pas? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Qu'est-ce qui nous empêche de ralentir également? Par où qu'on commence quand on veut ralentir dans nos vies? Et comment arrimer aussi notre nouveau rythme avec ceux qui nous entourent et ceux qui continuent d'aller vite? Et comment eux perçoivent notre nouveau rythme? Également pour s'assurer que toutes les relations demeurent harmonieuses. C'est ce dont on parle aujourd'hui avec nos experts invités en la matière. On parle à Alessandra Pintore. C'est très exotique. Je me sens très exotique quand je nomme ton nom, Alessandra. Alessandra Pintore, Mario Yonuts Marochan et Patrick Annie. Bienvenue à On est tous des humains. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Alessandra. Oui. Je vais dire ton nom, je vais dire vos noms tellement souvent je suis assez fière de les prononcer de même avec un petit accent exotique, c'est plaisant. Alessandra, fondatrice de la firme de formation Solutions & Co, je le nomme bien, c'est en anglophone. C'est en anglophone. Une firme qui offre son expertise dans l'efficacité au travail et les compétences relationnelles, organisationnelles, en faisant la promotion du savoir agir. En plus d'être ambassadrice du savoir agir, comme tu le dis si bien, tu es gestionnaire, conférencière, formatrice et l'auteur du livre « Conquérir l'efficacité, le savoir agir essentiel à la réussite professionnelle » qui aborde le tiraillement qu'on peut vivre et qu'on peut tous vivre à un moment ou à un autre entre le désir de performer, la volonté de nous réaliser, nos ambitions et le manque de temps pour le faire. Parce que parfois, travailler moins passe par travailler mieux. C'est une des façons de s'y rendre et on va en discuter avec toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Emmanuel. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Mario. Oui. Philosophe auxiliaire d'enseignement et de recherche en philosophie politique, penseur et membre de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Tu te poses des questions sur le temps et sur son utilisation et tu exposes des faits concernant nos technologies et ce phénomène qu'est l'hamstérisation de nos vies, chose que je vais te faire développer un petit peu plus tard, ça, c'est clair. Et il est content. qui en fait souffrir plusieurs, mais dont très peu savent se départir. Tu bases tes réflexions sur le temps, sur son passage, son manque, sur des études qui sont plus sociologique, si je peux me permettre le terme, mais également sur ton quotidien, ton utilisation personnelle de cette ressource-là qui est devenue épuisable, qui l'est en fait. Et on regarde aussi comment on peut faire, ce qu'on peut faire de cette famine temporelle que tu appelles actuelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Patrick. Bonjour. Bonjour. Au-delà d'être l'un des organisateurs de la Journée internationale de la lenteur qui se tient à Montréal, entre autres lieux au Parc La Fontaine, le 21 juin de chaque année,
Tu es avant tout un homme pour qui le temps, c'est pas une niche de quête incessante de succès à acquérir, mais d'une aventure, d'exploration et d'expériences humaines à vivre. Oui, au-delà de permettre aux gens de ralentir, tu incarnes d'abord et avant tout cette idée-là que le temps nous appartient et qu'il faut en faire ce qu'on en veut. Idée qui t'est pas apparue sans cri d'alarme, on va se le dire. Sur le plan de la santé mentale, la dépression, le burn-out ont été pour toi des points tournants d'une réappropriation de ta vie, de reconnexion à toi-même également, après 13 ans dans la santé mentale, c'est exact? J'ai travaillé 13 ans en santé mentale. En santé mentale. Tu choisis aujourd'hui de travailler en fonction de tes limites, de tes disponibilités physiques, émotionnelles et mentales. Et on va regarder avec toi comment ça s'installe, ça, dans une vie où nos ressources semblent parfois illimitées. En tout cas, on espère ou on essaye, ou des fois, on vit un petit peu au-dessus de nos moyens temporels. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Ben, merci de m'avoir invité. J'ai souri quand vous avez dit... par exemple, lorsque j'étais en train de m'adapter, etc., oui. Parce que c'est un work in progress, c'est encore un défi pour moi, mais une chose est certaine, c'est que, contrairement auparavant, avant mes burn-out, etc., dépression, je ne vivais pas selon mes valeurs. Et en ce moment, je vis selon mes valeurs. Et ce n'est pas nécessairement lent, je l'avoue, je suis coupable. Je vais tellement t'en parler tantôt de ça parce Oui. que ce que tu dis, c'est que tu l'apprends encore, puis t'es un perfectionniste, puis t'es quelqu'un qui est supposé avoir des tentacules, puis t'organises tout un peu en même temps. Et le fait d'organiser des choses comme la journée de la lenteur, ça te fait travailler. En mots, t'as dit, puis t'es pas tout seul à avoir cette vision-là, mais à être pas encore 100% incarné, je pourrais dire, comme ça. Puis pour faire le chemin, on va le faire. Je pense que ce chemin-là, entre les continuums performance et inertie, Immobilité. on va le dire de Oui. même, immobilité, il y a quand même un continuum dans lequel on se situe tous quelque part. Des fois, on fluctue nous-mêmes à l'intérieur de ça. Est-ce qu'on le sait ou quand est-ce qu'on s'est mis à aller vite en société? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça, vous, Mario? Je crois que au début de la modernité, il y a eu quelque chose qui a cliqué là. L'accélération a toujours été là, on allait toujours vite, mais dans la modernité, ça a été valorisé. Et ça a été non seulement valorisé, mais ça devient une norme. C'est-à-dire tous ceux qui sortent de cette norme, on se sent marginalisé. Et je crois que la modernité, non seulement elle encourage ça, elle se nourrit de ça, mais elle triomphe sur ça, elle roule sur ça. C'est un peu dans la phase de l'industrialisation où est-ce que la productivité a été vraiment mise en valeur? Excellent, oui, c'est exact. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Et tu parles de l'hamstérisation de la vie. C'est un terme que j'ai nommé que je n'avais jamais entendu. D'ailleurs, je pense que toi aussi, Alessandra, c'est un mot que tu utilises. Qu'on utilise, oui. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? Oui, très bien. Alors, l'idée m'est venue en écrivant mon dernier article sur la question. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on dirait qu'on est comme des hamsters. On court dans une roue et c'est comme si on ne peut pas en sortir. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a deux espèces d'aspects sur ce point d'hamstérisation de la vie. C'est qu'il y a une cadence qui est à la fois aliénante, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas dans ce qu'on fait. On fait des choses, mais on se demande des fois pourquoi est-ce qu'on le fait. Un automatisme. Exactement. Oui. Et ça nous aliène par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on produit ou pas. Et de l'autre côté, l'autre aspect que je trouve qui est très important, c'est que c'est une cadence qui est esthétisante, que j'appelle. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les choses pour un but, c'est-à-dire on le fait juste pour le faire. For the sake of doing it, comme on dit en anglais. Et pour moi, ça, c'est une chose qui est très, très esthétique et qui peut être très dangereuse parce que, à long terme, on en vient à des situations où même la décélération ou la lenteur est intégrée dans l'accélération, dans l'engrenage général de l'accélération. Lui, il a dit, et ça, sincèrement, Mario, puis tu le nommes, mais ça m'a flabbergasté, cette idée-là, de dire, parce qu'on va parler du slow movement, qui est un vrai mouvement, qui a un acrostiche avec des vraies affaires. C'est un acronyme ou un acrostiche, Jean-Sébastien? Je dis jamais le bon mot. Jean-Sébastien, il rit tout le temps de moi parce que je dis jamais le bon mot. Un acronyme, c'est quand on prend les initiales. C'est ça, c'est un acronyme. Bon, c'est beau, parfait. Merci, merci. Jean-Sébastien, la liberté en régie. C'est un acronyme qui a réellement une signification. Et toi, ce que tu dis, oui, c'est super le fun là, de faire ça, mais attention à ne pas contribuer à ce contre quoi c'est supposé s'opposer. Exactement, exact. Et j'utilise un exemple qui est très, très pertinent selon moi. C'est l'exemple des retraites de yoga dans les entreprises. Et on s'en rend bien compte que le but de ces retraites, ce n'est pas une vraie lenteur, un vrai ralentissement, mais c'est bien C'est l'activité. c'est bien qu'une fois de retour au travail, on soit encore plus efficace. Tout à fait.
Et je crois que c'est très intéressant. Il y a un autre exemple sur lequel je voudrais rebondir, c'est que récemment, j'ai rencontré un sociologue et philosophe allemand, Hartmut Rosa, à Ottawa. Et lui, il donnait l'exemple de travailleurs chez Google qui faisaient souvent des retraites de yoga comme ça. Et il n'était pas satisfait par ces retraites parce qu'il se disait, mais à la fin, c'est juste pour qu'on soit plus efficace. Et là, ils ont essayé des vraies retraites de yoga qui étaient vraiment lentes et tout ça. Et à leur retour au travail, ils ont démissionné. Ils ont vendu leur auto. Ils ont réellement changé de vie. Parce que c'est subversif, la lenteur. Je pense qu'on en parlera, mais c'est très subversif. C'est super intéressant parce qu'on peut se dire qu'on est sous le joug d'une société qui va vite, mais il y a un aspect très personnel aussi par rapport à cette famine temporelle, ce besoin d'utilité-là. Des fois, j'ai l'impression qu'on ralentit quelque chose, mais pour compenser ailleurs. C'est quelque chose que toi, tu t'as vu, Alessandra? Mais en fait, souvent, lorsqu'on prend ce recul, où est-ce qu'on veut ralentir, où est-ce que notre rythme est trop rapide, c'est que tout d'un coup, on a perdu la vue d'ensemble. C'est que quelque part, on est loin de ce qui est important pour nous. On fait ce petit hamster qui est sur la roue chaque matin sans jamais aller nulle part. Donc, il n'y a plus de réalisation personnelle. Et c'est là que souvent, on ralentit pour être capable de s'éloigner le nez du tronc d'arbre et pour être capable d'avoir une vue d'ensemble et voir toute la forêt et faire nos propres choix. Donc, ne pas être nécessairement victime de notre environnement, mais d'être capable vraiment d'être aligné à ce qui est important pour nous. Patrick, ça te parle? Si vous me permettez, oui, parce que ça me fait penser au neuropsychologue Francis Eustache, qui travaille au CHU à Caen, et il disait que rien ne faire serait vital. Il appelle ça le mode par défaut. C'est d'arrêter à un moment donné tout et que laisser voyager les idées. Ça peut se faire à travers la méditation. On s'en va dans la nature, il n'y a rien autour, pas de bruit, rien. Et ça permet, comme il disait, un voyage avec nos pensées. Parce qu'il dit c'est impossible de construire solidement notre mémoire. Surtout quand on se retrouve devant des informations récentes auxquelles on a été confronté. Notre cerveau va permettre de faire en quelque sorte une sorte de synthèse entre ces infos nouvelles et des infos plus anciennes. Donc, moi, comment je l'ai pris, cette phrase-là, ça me parle tellement. C'est que je suis tellement dans la vitesse, c'est un lapsus, mais j'ai tendance à être tout le temps en train des tentacules partout, il faut que je m'occupe de ça, il y a des enfants qui ont des besoins, tout ça, et j'oublie les miens. C'est qu'à un moment donné, je me perds et je ne suis même plus aidant à mon entourage parce que je ne sais plus où je m'en vais. Alors que lorsque je médite, je fais le calme dans mon cerveau, les idées, les images me viennent tout simplement à l'esprit et c'est comme ça que je peux caser. OK, ça s'en va là, ça s'en va là. Et moi, là, je sais mieux où je vais me diriger, où je vais prendre des meilleures décisions. OK, et des actions aussi. Il y a des limites et d'accepter que j'ai des limites. C'est ça l'affaire. Parce que souvent, moi, j'ai été élevé dans la performance, etc. Non, t'as pas d'excuse. C'est parce que c'est toi le responsable. T'en fais pas assez. Puis, on le disait, là, tu sais... nos enfants sont drillés, si je peux me permettre le terme, à aller vite. Dépêche-toi, faut aller à l'école. Dépêche-toi, dépêche-toi t'habiller. C'est quelque part, on veut qu'ils soient constamment dans l'activité. Et que la méditation, en fait, comme autre technique, c'est que on n'a plus le temps de s'ennuyer. Okay? Et on voit s'ennuyer comme quelque chose de négatif. Mais c'est dans l'ennui que notre pensée devient créative. C'est dans l'ennui que notre pensée trouve des solutions. C'est que si notre cerveau est constamment en train d'être hyper stimulé, on n'arrive pas à prendre un recul. Mais on peut plus l'appeler ennui, on l'appelle méditation. C'est un peu comme un terme plus tendance, plus cool, moins tabou. Parce que dire, je m'ennuie, c'est comme... Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Fais quelque chose. Ou t'es quelqu'un de plate. Oui. Mais dans le fond, c'est comme un moment d'ennui, c'est un moment de jeu libre d'adulte structuré, la méditation. mais oui, exactement. Si un enfant... Si vous vous rappelez, quand nous étions enfants, on s'ennuyait, mais à un moment donné, on se levait puis on trouvait quelque chose à faire. Okay? Mais cet ennui nous permettait justement de prendre des décisions. On parle de clarté d'esprit, on parle de lucidité quasiment. Tout à fait, oui. C'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant. Je crois qu'avec la lenteur, il y a un jugement de valeur qui est associé, comme vous dites, exactement. Et selon moi, ça vient du fait qu'on associe la lenteur à un manque de vitesse.
ou un manque de rapidité. Alors qu'on n'associe jamais la rapidité à un manque de lenteur. On ne pense jamais dans ces termes-là. Et à partir de là, je crois que justement la nuit, où tout ce qui est lent ou tout ce qui est immobilité est vu comme quelque chose de négatif. Et de l'autre côté, tout ce qui est rapidité est vu comme un signe de réussite ou quelque chose qui paraît comme de la réussite. Et c'est là, selon moi, que partent tous les problèmes. Oui. Dans ce sens-là. Lesquels? Vas-y, Alessandra. C'est quoi le problème? J'ouvre ma canne de verre. C'est que même en tant que parent, je veux dire, on crée des activités hyper structurées. Il y a l'école, les cours, le soccer, la danse, jouer avec des amis, on va aller faire ça. Et on permet plus avant tout à l'enfant de s'ennuyer. Okay? Donc, on hyperstimule notre enfant qui, par la suite, il n'apprend pas à pêcher. Okay? C'est qu'on lui pitch ces fameux poissons, constamment. OK, à 3 heures, on va là. À 5 heures, on va là. Puis, on n'enseigne pas notre enfant à créer sa propre réalité. Mais la question, pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai embarqué dans cette thématique-là aussi, avec des enfants que je m'occupe, dont je ne suis pas le parent, mais je suis très impliqué. Et il faut développer le cerveau, il faut s'arranger pour que l'enfant soit le plus dynamique possible, pour qu'il puisse survivre dans le 21e siècle, qui est un siècle de fou. De l'accélération. Ça, c'est ma perception. C'est fou ce qui est demandé. Je lisais même un article qui disait qu'un diplôme universitaire ne sera pas suffisant. Il faudra être polyvalent, avoir plusieurs diplômes universitaires. Et on le sait très bien, pour étudier, pour avoir des diplômes universitaires, il faut étudier. Ça prend du temps, ça prend même de l'argent, c'est des sous. Quand tu t'étudies, souvent, tu peux pas travailler trop. Et puis bon, alors il faut être le mieux préparé possible, etc. Mais c'est une erreur, effectivement, parce que l'enfant a besoin de s'ennuyer. Justement, je lisais un article là-dessus récemment qui disait justement qu'on est dans un monde hyper stimulé avec les tablettes maintenant, les téléphones. Et il y a même une pathologie qui est reconnue maintenant, des psychiatres qui ont parlé dans les médias, qui ont dit que c'est une nouvelle sorte de maladie. Les enfants qui sont accros au cellulaire, et quand on les enlève des mains, ben, même l'enfant frappe le parent ou l'intervenant. Il y a des symptômes de craving, c'est ce qu'on peut dire, littéralement. Le craving étant le manque, pas comme une drogue. L'hyperstimulation, comme toute drogue qui, elle, stimule, nous donne des doses de dopamine. Hein? Fait que tout d'un coup, en manquant, ben, on ne sait pas nécessairement comment réagir. Mais la vitesse peut nous donner de l'adrénaline aussi. Il y a quelque chose... Mais même la lenteur peut nous donner de l'adrénaline. Ben voilà. Puis c'est peut-être des choses qu'on connaît moins. Et on a parlé un petit peu de problèmes ou de conséquences d'aller vite. Patrick, tu l'as bien nommé, sur le plan de la mémoire, il y a peut-être des connexions sur le court terme et le long terme que le cerveau n'a plus le temps de faire, ce qui peut empêcher une continuité des acquis. Peut-être un transfert, je ne le sais pas. Il faudrait que je m'intéresse davantage à cette question-là. Tu as nommé quelque chose, Alessandra, de vraiment important. Mario, je vais à toi après, mais toi, ça m'a flabbergassé quand j'ai lu par rapport à ça. Moi, je suis flabbergastée très souvent, vous avez remarqué. C'est un bel enthousiasme. Je me flabbergaste assez fréquemment. C'est que tu as dit, non seulement ça, mais il y a une perte sur le plan des sens. Absolument. C'est que quelque part, on est construit, on est bâti pour être optimaux à la vitesse de la marche. Ça veut dire que tous nos sens sont à leur meilleur lorsqu'on marche. Donc, je sens mieux. Ben, tu entends mieux, tu vois mieux, tous tes sens sont mieux. Ça veut dire que le moment qu'on commence à aller vite, nos sens n'arrivent pas à suivre. On perd les détails, on est nuancé. C'est là qu'on devient anesthésié un peu parce qu'on ne peut tout simplement... On n'a pas assez de récepteurs pour recevoir ça à une certaine vitesse. Ici... Il faut vraiment qu'on fasse très attention parce que souvent les gens vont essayer ils vont confondre la rapidité avec l'efficacité. Donc, c'est l'efficience qui, elle, est une mesure quantitative et l'autre est l'efficacité. Qui est qualitative. Ça veut dire que qu'est-ce qui est important pour nous en tant que satisfaction? C'est le sentiment de progresser vers quelque chose qui est important pour nous. C'est-à-dire que l'activité stérile de la roue de hamster nous donne
aucune satisfaction. OK? On n'a pas la sensation de progresser. Sauf si on veut paraître cute aux yeux de nos parents, de nos voisins puis des autres. Ça dépend. Ça nous donne quand même pas de satisfaction personnelle. Colin, OK? je pensais que ça rentrait dans la même boîte. C'est dommage. Et c'est là que tout d'un coup, il y a comme une chute, OK, au niveau de tous nos savoir-être. C'est que en n'atteignant pas des objectifs, on a moins de confiance en soi. Notre confiance en soi affaiblit l'estime de soi. On n'y voit plus une valeur personnelle. Et tout d'un coup, tout notre monde n'a plus de sens pour nous. Dire que si on veut cultiver ce sentiment de satisfaction personnelle, d'épanouissement personnel, il faut partir avant tout de se dire qu'est-ce qui est important pour moi? Pas pour mes parents, pas pour mes voisins, pas pour la société, mais pour moi. Ça veut dire que si moi, je suis stimulée par l'éducation, avoir 3 maîtrises et passer le reste de ma vie étudier, ben ça me stimule, ça me satisfait, je me sens épanouie. Mais si moi, qu'est-ce que je veux être et carrément, je sais pas, je veux moi... faire du crochet. Oui, du crochet, mais ou tout simplement, je sais pas, être chef, puis les goûts et les odorats et les saveurs, ben, je me sentirais autant épanouie dans une cuisine que je me sentirais derrière un banc d'école. Et là, le nombre de tâches que j'ai à faire n'est pas non plus la même façon, n'est pas reçu de la même façon dans le corps. Mario, tu t'es interpellé par les conséquences et les problèmes. Parce que je crois que il est très important de rappeler qu'en tant qu'être humain, on n'est pas des îlots isolés. Je pense que le bien de soi passe avant tout par le bien d'autrui. Le jeu passe par le tu, on pourrait le dire. Et par le nous, oui. Ben par oui, le nous, oui, par la société. Ben oui. D'où pour moi la pertinence de ce que je fais dans philosophie politique. Je crois qu'on ne peut pas avoir du bien de notre côté et celui à côté de nous n'en a pas. Et je crois que cette thématique du jeu et du tu ou du jeu et du nous passe aussi par la lenteur. Ce qui est intéressant dans le mouvement du slow, c'est qu'on préconise à nous être lents, mais on est très, très, très intolérable face à la lenteur des autres. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui en dit beaucoup sur nous-mêmes. Parce que c'est comme si on ne respecte pas la vitesse de l'autre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la lenteur de l'autre n'est peut-être même pas une lenteur. Peut-être pour lui, il va très, très vite. C'est son rythme très normal. Exactement. À la même peut-être qu'il se dépasse. Oui. On ne sait pas. Patrick, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, juste par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure, Madame Alessandra. Donc, j'ai une question que j'ai envie de poser. Évidemment, il y a des aspects positifs à la vitesse à quelque part, mais il y a... Moi, je suis pas là pour parler du bon côté de la vitesse, mais je suis là pour... Encore, bref. Il y a le... Je perds pas une idée à force de parler vite. Donc, non, c'est ça, c'est l'aspect... Pourquoi est-ce qu'on utilise cette vitesse-là? Il y a une des choses que j'ai remarquées en moi-même et chez les autres par la suite, c'est que la vitesse, ça engourdit les émotions. Un peu comme de l'alcool. Il y a une utilité à ça, c'est que c'est trop pour moi ce que je vis là, dans mon entourage. Mais c'est de l'étourdissement. Fait que l'étourdissement, je vais vite, je m'occupe, parce que dès que je suis seul avec moi-même, je panique. Il y a une difficulté. Je panique, et c'est trop pour moi pour gérer ça. Si tu permets... Est-ce que... Puis on dit qu'il y a une prise d'augmentation de prise d'antidépresseurs. Ouais. Et souvent, on dit que la dépression arrive à nous-mêmes lorsqu'on devient étranger à soi-même. Donc, est-ce que c'est pas une utilité de la dépression suite à une vitesse? Il y a un aspect, et je ne suis pas toujours nécessairement d'accord, il y a un aspect qui est ça, mais il y a aussi tout cet aspect où est-ce que notre environnement est perçu de plus en plus menaçant. Le jugement des autres, la productivité, les résultats, les objectifs, les ambitions, et qui déclenche constamment nos mécanismes de défense. Ça veut dire que chaque fois qu'on est déclenché en mécanisme de défense, on est soit la fuite ou l'attaque. Et c'est là que tout d'un coup, la vitesse est notre capacité de s'éloigner de cette menace. C'est d'aller le plus loin possible ou de se défendre vers quelque chose qui est perçu parfois comme une attaque. L'estime de soi ici est très importante. Des fois, on se sent menacé par un regard, par un ton, par tout simplement la comparaison avec l'autre. Et cette course époustouflante est souvent une question de survie. Et c'est là qu'on voit les gens tellement épuisés. On va discuter à savoir s'il faut vraiment ralentir et si c'est vraiment pour tout le monde ralentir. Puis si, quand on ralentit, faut-tu ralentir partout? Puis faut-tu ralentir vite? Ça, c'est drôle comme question dans quelques instants.
get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. Ralentir, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. On est tous des humains. On continue d'en discuter avec nos experts invités, Alessandra Pintore, Mario Ionut Marochan et Patrick Any. Ça prend pour faire un hit. C'est quelques mots qui s'apprennent vite. Faire un soupir sans ralentir. Vaut mieux y aller lentement que n'importe comment.
entrer dans la danse. Si tu recules, y en a qui avancent. On se détend, y a rien d'urgent. Attendons le beau temps, attendons le vent. Et réfléchir avant de sourire. Vaut mieux y aller lentement que n'importe comment. 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 Est-ce qu'on devrait ralentir comme une prescription, là? Mettons, Mario. Je crois pas qu'on devrait poursuivre le but de la lenteur à tout prix. Je crois qu'il y a des sphères où la lenteur est à sa place, comme il y a des sphères où est-ce qu'on veut de la rapidité, de l'accélération. Il ne faut pas de la lenteur à tout prix. Et je crois que c'est intéressant de justement réfléchir la chose de manière non pas absolue, mais de manière tout à fait contextuelle dans certains contextes. Comme une possibilité, mais c'est parce que t'en as parlé de ça, on prescrit la lenteur. Oui, maintenant. on l'a prescrit, oui, tout à fait. C'est un médicament en oui, soi. exactement. Et je crois que ce qui est derrière ça, c'est qu'on a cette impression que d'un côté, on a le problème, l'accélération, et de l'autre côté, on a le remède, miracle, qui serait la lenteur. Et pour moi, l'accélération ou la vitesse en tant que telle n'est pas un problème absolu. Non. Ce qui est problématique pour moi, c'est l'urgence et le deadline. Et peut-être la perte de sens dans le sens dans lequel Oui, on court. qui est là. généré par ça, justement. Oui, peut-être. Et c'est ça, c'est être capable de faire la différence entre l'urgence et l'importance. Oui. C'est que dans l'urgence, c'est vraiment une notion de temps, c'est de rapidité, tandis que l'importance, c'est une question de résultat Oui. à surtout, la base. dans l'urgence, il y a une question de menace. Oui, tout à fait. C'est ça qui est... Et- on se sent menacé. Tous les effets secondaires, une fois, comme je disais tantôt, qui sont déclenchés. On parle de cortisol, tous les hormones qui sont déclenchées chaque fois on est en situation de hyperstress. Et c'est ça qui est néfaste. Donc, la prescription de la lenteur, c'est la prescription d'éviter des situations stressantes qui déclenchent nos mécanismes de défense et qui, eux, ont un impact négatif à notre cerveau et à notre corps. Mais vous savez, moi, ce que je propose quand on fait les journées de lenteur au Festival de lenteur, c'est un retour à l'équilibre, tout simplement. Écoutez, il y a 6-8 personnes qui sont mortes en attente d'une opération cardiaque du cœur. Ça a été sorti dans les nouvelles récemment, cette année ou l'année passée, à l'Institut cardiologique. En tout cas, on ne va pas dire l'hôpital, mais évidemment, dans ce sens-là, ça serait bien qu'il y ait une accélération dans le traitement des personnes en attente. Ça, c'est important. Si mon père a une crise cardiaque, je ne suis pas pour la lenteur à ce moment-là. Donc, il y a des délais qui n'ont pas leur place non plus. Je veux dire, tu peux pas prendre ton temps quand tu fais une opération en cœur ouvert. Tu peux pas dire, j'en ai assez, je vais aller prendre un café. C'est le temps de ma pause. Ah, c'est super bon, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment vrai parce que c'est rendu que c'est comme la panacée de tous les maux, mais au final, effectivement, on peut pas s'y mettre on peut pas le mettre peut-être à toutes les sauces. Patrick, tu as quand même fait un changement, ou du moins, tu es en changement, on va se le dire. Tu es encore en transition de changement de
rythme de vie. Il y a des cris d'alarme qui ont été qui ont sonné chez toi comme chez plusieurs personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire un burn-out, un crash de ton organisme. On appelle ça un trouble de l'adaptation de l'humeur maintenant. Là, le burn-out, on appelle ça un burn-out. Mais, selon le DSM-5, c'est ça. mais pour reprendre les paroles de Guy Corneau, le psychanalyste, la souffrance a-t-elle un sens? Selon son livre, moi je crois comme lui, oui. Elle est initiatrice. Elle nous amène à une prise de conscience, sous plein de formes. Et aussi, ça fait un appel à un changement. Donc, que vous nous posez la question, est-ce qu'on doit ralentir tout le monde? Ouais. Je crois pas que c'est pour tout le monde. Moi, vous me diriez ça quand j'avais 18 ans, j'avais beaucoup de projets, etc. Non, parce que je suis capable et ça ne me déséquilibre pas. Mais en même temps, il y a comme une responsabilité en tant qu'être humain, car nous ne sommes pas seuls. Est-ce que ma vitesse affecte les autres? Oui. Tu sais, genre, je suis en arrière, je suis en ligne d'attente, puis là, je dis... Ouais, c'est bien donc long, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis en train d'ajouter du stress à la personne qui reçoit les gens, et alors qu'elle fait son mieux. Souvent, j'en vois ça, des gens impatients comme ça. Leur sentiment le vouloir d'aller plus vite nuit à l'autre, stresse l'environnement, crée des stress inutiles. Donc, mais pour revenir à soi-même, ça dépend de chacune, et où est-ce qu'on est dans notre vie en ce moment présent. Et ce qui nous nourrit, parce on fait encore la différence entre se faire gruger de l'intérieur par le temps versus être complètement épanoui par notre horaire qui est rempli peut-être, mais de choses qui ont du sens. Oui, tout à fait. Est-ce que tu, quand même, Patrick, même si tu es encore en apprentissage du ralentissement, parce que tu es quelqu'un qui va vite, ça va vite dans ta tête, ça va vite dans ta vie, ça va vite dans tes idées également, puis c'est quelque chose qui t'a stimulé longtemps, mais que des fois, il y a un revers de médaille. Est-ce que tu, quand même, te considères comme on disait un slow d'Amérique, mais c'est vraiment drôle, et ce n'est pas un oiseau, un slow, comme le slow movement. Oui, ben... Comme moi, je donne des catégories aux personnes qui font partie de ce slow-là. Parce qu'on dit que c'est pas pour tout le monde, mais c'est qui a été intéressé par les Journées de la lenteur, justement, qui le slow, puis tout ça? Ben, un peu comme le Réseau québécois de la simplicité volontaire. Des gens qui veulent revenir aux valeurs plus humaines, mettre l'être au lieu de l'avoir. Et souvent, faire, ouais. Oui, et souvent, je donne l'exemple du docteur Duranceau, pas celui qui a écrit le livre sur Robert Béliveau, pardon. Robert Béliveau, qui est cardiologue et qui faisait des conférences à l'époque à propos de la simplicité volontaire, etc. Et il disait que, il y a sa voisine qui était dans un quartier UP à l'époque, et elle travaillait super fort, très vite, elle allait toujours vite. « J'ai pas le temps d'être avec mes enfants », disait-elle. Mais lui a proposé, pourquoi tu irais pas dans un quartier moins huppé, une maison moins dispendieuse, et ton travail permet de gagner assez d'argent pour travailler à temps partiel et être avec tes enfants, passer du temps de qualité, etc. Il y avait une résistance auprès d'elle. Encore une fois, comme Mme Alexandra. Alexandra, pardonne. Avec un petit peu de... Oui, que j'aime ça, la vie est belle. Ouais. Okay, donc, c'est ça. Donc, et ça dépend... J'ai perdu mon idée, ça va trop vite. Ça m'arrive souvent. Mais par rapport à ce que disait Dr Béliveau, c'est ça. Donc, la qualité avec l'enfant, elle est possible. Tout est question de choix. Hein? Une question de choix par rapport à soi. Par rapport à soi. Donc, quand on parle d'équilibre, c'est là où je veux en venir. Moi, par exemple, une question d'équilibre, moi, j'ai des valeurs humanistes et je ne me vois pas autrement en train d'aider des enfants, surtout qu'il y en a un qui est en difficulté au niveau d'hyperactivité, etc. En tout cas, les diagnostics, je m'en balance, mais bon, c'est l'époque où on est. Donc, l'important, c'est de prendre du temps d'écouter ce que la personne a à dire, l'enfant a à dire. Mais le slow, là, on va se le dire, là, ça permet, parce que là, on parlait des gens qui allaient à tes événements également, c'est des gens qui veulent se rapprocher nos événements, de c'est l'humain, pas mes événements, de vos événements, bien sûr, toi, à ton équipe. C'est des gens qui veulent peut-être se rapprocher de l'essentiel de eux et des autres. Puis on va se le dire, socialement, ralentir, ça a des collatéraux de créer des liens, là, je veux dire. Moi, là, je vais me prendre comme exemple, là, je suis quelqu'un d'assez intransigeante, puis je suis quelqu'un, tu sais, la patience, je suis très tolérante, mais j'ai pas beaucoup de patience. Dans le sens où je vais vite, je suis quelqu'un qui fait les choses rapidement, naturellement.
S'il faut que je fasse la cuisine avec un enfant de 4 ans, là, tu me mets dans une arène d'apprentissage de vie incroyable, de lâcher prise, tant sur le temps que sur la chose bien faite. Oui. Mais en acceptant ça, ça fait quand même que je passe un méchant beau moment avec mon fiole de 4 ans, tu sais. Mais la question, c'est quoi que tu peux en retirer de faire de la popote avec ton filleul de 4 ans? Est-ce que c'est un 5 étoiles ou est-ce que c'est s'amuser? Mais passer combien du de fois temps qu'on dit à nos qualité? enfants, on n'a pas le temps, mon loup, Oui. fais ton sac pendant que je finis les lunchs plutôt que de faire les lunchs avec les enfants, Oui. tu sais. Et là, les auditeurs m'aimeront pas, peut-être, mais chaque fois que je dis j'ai pas le temps, qu'est-ce que je suis réellement en train de Oui, dire? oui. C'est que c'est pas assez important pour moi. OK? Ça veut dire que quelque C'est plus part... important qu'on arrive à l'heure que de passer d'arriver en retard puis prendre un Absolument, temps. absolument. Et ici, il n'y a pas de jugement de valeur. OK? Non. Je suis pas en train de... Parce que si quelqu'un s'investit à 100% sur leur carrière parce que leur carrière est importante, bravo! Et si quelqu'un est prêt à habiter dans une maison plus simple pour ne pas travailler, de vivre avec un salaire dans la maisonnée pour passer plus de temps avec leurs enfants, bravo. Il n'y a pas de jugement, mais est-ce que vous êtes en train de faire ce que est important pour vous? Donc, c'est ça à la fin. C'est que tout doit revenir à une vision à long terme. On a quand même plusieurs branches dans le slow movement. J'ai appris en faisant cette émission que le slow movement avait un acronyme, étant le bon mot et non pas un acrostiche, un acronyme, le Sustainable Local Organic and Whole, qui est vraiment beaucoup plus qu'une lenteur. Oui. C'est vraiment un aspect durable, complet, qui se maintient dans le temps et qui demeure local. Et il y a on parle souvent de tentacules. Ces tentacules-là vont loin. Il y a le slow food, de faire sa cuisine soi-même. Les slow cities, qui privilégient les espaces verts, les espaces piétons, qui diminuent le bruit, qui diminuent la circulation. Il y a 3 villes seulement au Canada qui sont nommées les slow cities, dont une seule au Québec. Est-ce que vous la connaissez? Non. Trois-Rivières? Non. Coudjouac? Non. Gaspé. Non. Hey, même pas! Lac-Mégantic est la ville au Québec qui est la slow city du Intéressant. Québec. Bravo, félicitations. Ben non, mais Ouais. c'est intéressant. Moi, je ne savais pas. Et il y a même le slow travel. J'ai vu que le slow movement est appliqué à l'état financier aussi. Le slow money, vas-y, Il y a Mario. aussi une sexualité lente. Oui. C'est Ben, c'est pas mauvais, ça. Non, c'est pas mauvais. Ben non, mais dans le sens où, tu sais, de prendre le temps de redevenir sensuel, de C'est prendre pas le le temps. Kama Sutra, le Tantra? Le tantrisme, probablement. On va faire probablement une émission sur la sexualité positive, Mais je pense que c'est plus éventuellement. une question de sensualité, donc une Oui. question de sens. On revient au sens. On revient encore une fois au sens. C'est à une vitesse différente. Ben, c'est ça. Fait que là, je me dis, slow money, on fait des échanges boursiers moins rapides. On investit dans des plus petites entreprises locales. C'est plus sécuritaire. Ça sera un autre avantage. On parle de slow parenting, de slow working. On parle même de slow attitude. Je vous jure, ça m'intéressait. Slow attitude, est-ce que, bon, peut-être qu'il ne faut pas diminuer dans tous les domaines, peut-être que c'est pas quelque chose qu'on doit faire drastiquement, globalement, mais est-ce qu'il faut se mettre à peut-être réfléchir plus tranquillement, parler plus lentement, penser, réagir? Je crois que ce qui est intéressant ici, c'est... J'ai longtemps réfléchi à la question et pour moi, le concept qui est très central, c'est le concept de résonance. Entrer en résonance avec les choses. Oui. Et je crois qu'il y a là une chose très, très intéressante parce que ça va au-delà de ces mouvements de mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode, c'est la rapidité, demain, c'est la lenteur, etc. Ça change et tout. Mais le fait d'entrer en résonance avec les autres autour de nous, nous-mêmes, la nature, je pense qu'il y a là quelque chose de beaucoup plus durable et quelque chose de plus humain. Mais d'être capable de rentrer en syntonie avec notre environnement et les gens qui nous entourent. Oui, et surtout être à l'écoute. Et à des vitesses peut-être parfois différentes. OK? Oui. C'est que en syntonie, c'est carrément ça. C'est que ça peut être à des valeurs différentes. Donc, est-ce que je suis capable... Et ça démontre aussi notre adaptabilité, quelque Oui. part, non? Oui. Plus on est adaptable, plus j'ai un peu l'impression que plus j'ai été capable de développer mon adaptabilité, plus j'ai eu des expériences de qualité. Oui. Ben, en fait, moi, si je peux répondre de ce que j'ai réalisé en prenant le temps d'y penser maintenant, que je n'ai pas répondu vraiment à votre question. Moi, je fais partie du mouvement slow. Je fais partie de la catégorie des personnes slow dans le sens où est-ce que j'en fais la promotion.
Je suis pas le gourou idéal, donc je vous demanderai pas 10% de votre salaire, c'est moi qui vais vous payer 10%. Tu sais. Mais honnêtement, lorsque je crée ces événements-là, c'est un peu comme Gandhi disait, devenez le changement que vous voulez voir dans le monde. Grâce à mon implication, puis je dis ça humblement, là, je vois ce qui se passe autour. Et ça, là, ça me fait tellement du bien au cœur, dans mes tripes. Je vois les relations vraies entre les gens. Il y a de la solidarité. Les gens s'ouvrent. Parce que souvent, on n'a pas le temps de parler. C'est pas à qui on fait affaire, mais quand on prend le temps dans des ateliers, genre d'ateliers de clown, ateliers de rire, ateliers de qigong, de tout Des ça. courses lentes où le dernier gagne. Oui, Fait que là, c'est t'as du ça. monde qui décide, qui marche très lentement un côte à côte, genre. Mais là. c'est Mais ça. pour gagner. Hein? Mais pour gagner, ils le font. Oui, Ouais. Ben, c'est ça. Oui, mais c'était un peu quand j'ai amené cette course-là, c'était pour un peu pour reprendre l'expression les derniers les derniers seront les premiers. Mais c'est vrai, vous avez un bon point. Ils C'est gagnent pareil. important. Oui, Parce gagne. que c'est là que tu dis quand la lenteur sert. Elle intègre, elle le- nourrit. la réussite, Ouais. encore, il y a comme un effet pervers très caché. C'est juste que ça a été récupéré, comme beaucoup d'autres mouvements. C'est très facile pour le système de le récupérer. Moi, je l'ai-tu dit que ça me flabbergastait? Ouais. Je pense que je l'ai dit, mais je vais leur dire. Mais en fait, c'était intentionnellement parce que c'était pour renverser ce qui était exagéré. Mhm. La médaille Non, non, d'or, c'est le merveilleux, meilleur. là. tu sais, ben oui. La médaille d'argent, c'est le deuxième des perdants. Tu comprends? C'est ça souvent qui se dit. Ben, alors que ça, c'était l'inverse. On va valoriser les dépourvus de la société, les itinérants, tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as vraiment deux types de personnes qui vont chez vous. Tu as du monde qui vont naturellement avoir un rythme plus lent, qui s'y retrouvent également et qui Oui. vont aller promouvoir ce qu'ils incarnent au quotidien. Et Et des t'as- curieux. Et tu as ces gens-là qui vont 100 000 à l'heure et qui vont s'offrir une pause et qui peuvent peut-être tomber en amour avec ce nouveau rythme-là. Comme ces gens qui ont démissionné après les retraites où ils se sont rendus compte qu'ils Ouais. pouvaient peut-être utiliser ces retraites-là Ouais. réellement. Là. Je pense qu'il y a un point qui était très intéressant que vous avez mentionné, c'était le concept de marche. Pour moi, c'est un concept très, très intéressant parce qu'il s'oppose d'un côté au jogging ou disons au Tout fait à d'aller fait. très vite et il s'oppose aussi à l'immobilité, Tout au à fait de fait. ne pas marcher. Et c'est très intéressant parce que déjà, chez Rousseau, on retrouve cette idée du fait que Rousseau disait que seul en marchant, son cerveau s'activait. Tout à C'est fait. comme si ses idées et ses pensées étaient mises en mouvement par le fait... Stimulé. Oui, par le fait de marcher. Et je trouve encore plus intéressant, et j'aimerais citer Émile Cioran, qui est un philosophe français et roumain, et il dit la chose suivante. « Ma mission est de tuer le temps, et la sienne de me tuer à son tour. On est tout à fait à l'aise entre assassins. » Et j'aimerais faire le lien avec la marche. Pour moi, la marche constitue une manière très élégante de tuer le temps. C'est-à-dire de ne pas faire grand-chose, de ne pas gagner du temps, mais c'est très élégant et très, très positif pour ça. On parle que c'est peut-être pas pour tout le monde ou pour tous les contextes de ralentir, Oui. mais Alessandra, notre perception du temps joue aussi à savoir si on va avoir une tendance ou une facilité ou pas à ralentir. Absolument. C'est que le temps est une dimension à la base. Et selon ce que la façon que nous voyons cette dimension, notre perception du temps peut changer la façon que nous agissons. Dans le sens que le temps peut, à la base, être monochronique. Ça veut dire qu'il est linéaire, il est fixe. Le temps passe une étape après l'autre. Les minutes se suivent, les secondes se suivent, les heures se suivent. C'est vraiment dans un ordre qui est chronologique. Ça veut dire que si je ne Comme fais on pas... l'a appris. Oui, là. comme on l'a appris Ouais. à la base. Ça veut dire que si je ne fais pas ça maintenant, ben, je vais être en retard. Je pourrais pas le faire plus tard. Ça veut dire que les échéances sont claires, les limites sont claires aussi, et tout temps qui passe est perdu. Okay? Mais il y a aussi la dimension du temps qui, elle, est polychronique. Ça veut dire que le temps n'est pas linéaire, le temps est cyclique. Ça veut dire que j'ai peut-être pas le temps de le faire maintenant, mais je vais trouver le temps plus tard. Les événements ne se suivent pas, les périodes sont entremêlées et ici, on peut reconnaître aussi cette dimension au niveau de la diversité culturelle. Ça veut dire que pas toutes les cultures ont la même vision du temps. Ça veut dire que si on regarde les cultures qui ont à la base une culture latine, je vais m'inclure moi-même là-dedans, les Italiens, les Espagnols, les Américains du Sud ont une vision du temps qui est beaucoup plus polychronique. Le farniente qu'on appelle. Oui, et la siesta. Ouais. Et la siesta. Le retard n'est pas perçu comme un manque de respect Mais sans que ça vis-à-vis soit l'autre. bien vu, le farniente, on rit bien, là, mais Oui, oui. c'est juste
normatif. C'est normal. la norme. C'est pas questionnable. C'est la norme. On ferait pas une émission là-dessus, là. Tout à fait. Non, mais... Ben, ça devient de plus en plus questionnable. C'est ça qui est intéressant. Vas-y. Parce que le mouvement de l'accélération mondiale uniformise les tendances qui sont particulières à des peuples ou à des cultures. Impose. Elle impose, Donc, oui. on impose notre perception du temps sur le reste du monde. Oui. Ça veut J'ai dire- envie, justement, je m'excuse. Ouais, J'ai vas-y. envie de vous poser une question, OK? La vitesse, OK? L'accélération d'exécution au travail, etc., ça sert à qui? Est-ce que ça sert au monde, aux gens de la planète, ou ça sert à un groupe d'individus qui en bénéficient? Je pense que c'est une très bonne question. Cette question, pour moi, est avant tout politique, au sens où Oui. l'accélération, ce qui est intéressant et ce qui est en même temps très troublant, c'est qu'elle marche sur le fait d'être docile, de ne pas prendre le temps de réfléchir. Parce que la lenteur, elle permet cette espèce de temps tampon de réflexion critique que l'accélération ne permet pas. Quand tu es dans l'accélération, tu dois absolument exécuter sans prendre le temps de réfléchir parce que tu risques de perdre ta place dans le peloton. Et ce que toi, tu dis, il y a quelque chose qui est extrêmement important actuellement parce que tu étudies les technologies, l'intelligence artificielle, puis ce que Oui. tu dis, on a tout en main actuellement pour travailler moins. Ouais. On a tout en main pour travailler moins parce qu'on est supposé travailler plus vite. Donc, on peut se dire qu'on est sous le joug d'une société nord-américaine qui nous inflige une espèce de rythme duquel on n'est pas victime, mais avec lequel on doit nécessairement on doit conjuguer avec Oui. ça. Il y a quand même un aspect un petit peu personnel, une responsabilité civile, si je peux Ouais. dire, est très personnelle dans cette utilisation-là. Dans la mesure où si j'annule 2 cours de salsa pour avoir plus de temps pour moi, je me prends 2 jours de bénévolat. Je fais un calcul rapide, ça marche pas mon affaire. On a un sentiment d'utilité qui nous amène à peut-être libérer du temps dans nos courriels versus les mains, les lettres manuscrites, mais on s'en rajoute. Oui, exactement. Et je pense, dans un de mes derniers articles, j'appelle ça le paradoxe de la famine temporelle. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces nouvelles technologies reposent sur l'idée qu'elles vont nous aider à faire les choses plus rapidement. Et du coup, au final, on va gagner du temps. Et l'idée qu'on nous vend, c'est qu'on pourrait investir ce temps pour être avec nos enfants, avec nos amis, Ouais. profiter des choses qui Mais sont... nos expériences nous démontrent que c'est pas C'est le cas. exactement Zéro. l'inverse. Tout le temps qu'on gagne, on le réinvestit justement Pour en faire plus. pour en faire plus, écrire plus de courriels, faire plus de meetings, etc., etc. Et c'est une des questions, généralement, qu'il faut se poser dès le départ de notre démarche. Ouais. Dans le sens que le temps est une ressource à notre disposition. Comme... je vois Mario qui hoche sa tête, mais permets-moi. OK? C'est une ressource de la même façon qu'on a des ressources financières, on a des ressources temporelles, on a des ressources humaines, on a des ressources matérielles. C'est qu'elle nous permet d'atteindre des objectifs. OK? Seulement que qu'est-ce qui différencie peut-être le temps comme ressource des autres, c'est qu'elle est limitée. Nous en avons 24 heures dans une journée. C'est ça, tu dis, on peut pas en acheter, on peut pas en emprunter, on peut pas s'échanger, on peut pas... Et on a les mêmes heures pour tout le monde. C'est probablement la ressource la plus équitable. Parce que si moi, je compare quelqu'un d'autre qui a peut-être plus d'argent que moi ou plus de jouets que moi, ben il a le même temps que moi. Ouais. C'est-à-dire qu'en ramenant le temps comme une ressource Une standardisation limitée, oui, des- c'est que oui. dire comment est-ce que je peux l'investir judicieusement. Comme si j'avais beaucoup d'argent à investir, comment est-ce que je l'investirais? Ben, si je fais le même réflexe avec le temps, ben, peut-être que je ferais les choses différemment. Brush by fairy tales, itsy bitsy diamond wells, big fat hurricanes, yellow belly giving names, where shortcuts can slow you down, and in the end we're bound to rebound off of waves. We'll dust off your thinking caps, solar powered plastic plants, pretty pictures of things we ate. We're only what we hate. But in the long run we have found silent films are full of sound, inaudibly free.
to see. Chopping like an axle, maybe Eisenstein should just relax. Slow down, everyone, you're moving too fast. Frames can't catch you when you're moving like that. Plato's cave is full of freaks, demanding refunds for the things they've seen. I wish they could believe in all the things that never made the screen. And just slow down, everyone, you're moving too fast. Frames can't get you when you're moving like that. Slow down, everyone, you're moving too fast. Frames can't get you when you're moving like that. Ralentir ou ne pas ralentir, là est la question. Est-ce que ralentir, c'est être paresseux pour les paresseux? On ne le sait pas, on va le savoir avec nos invités. Alessandra Pintor, Mario Ionutz Marochan et Patrick Hani. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et un rêve, le peuple était au pouvoir. Il n'y avait plus du tout de politiciens, c'était le sou. Le bandit des magasins. Tout le monde avait un toit et plus personne n'avait faim. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Et je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu y as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Hey, on revient déjà, ça va si vite. Non, c'est pas vrai. Est-ce que ralentir, c'est de la paresse? Peut-être, je vais commencer avec ça. Ralentir et être paresseux, c'est pas la même chose. Ralentir, c'est une question de vitesse. Être paresseux, c'est ne pas avoir aucun objectif, ne pas avoir aucune motivation, ne pas avoir aucune stimulation. Donc, on peut
ralentir pour avoir une vue d'ensemble. On peut ralentir pour se ressourcer. On peut ralentir pour être créatif, pour trouver des solutions. Il n'y a pas de paresse là-dedans du tout. C'est vraiment de ralentir, toujours avec un objectif. T'sais. Des fois, la course de celui qui court le moins vite, c'est pour gagner. Mais des fois, on ralentit pour aller vers notre objectif. Pas nécessairement aller plus vite, mais aller de façon plus directe vers l'atteinte de notre objectif. Donc, il n'y a pas de paresse. Mais même si c'était de la paresse, est-ce que c'est négatif être paresseux? Parce que c'est très mal vu dans notre société. C'est surtout... Mario, reste avec nous. La paresse est surtout mal vue parce que elle est l'antipode de celui qui réussit ou qui nous montre qu'il réussit. Tandis que le paresseux, lui, à la limite, il ne veut même pas montrer qu'il ne réussit pas. Oui, absolument. Il n'essaye pas de réussir, donc il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Il y a un tabou, on ne veut pas être perçu comme quelqu'un de paresseux. Et je pense vraiment que dans la paresse, il y a un risque. Oui. Okay? L'inaction décroît notre motivation. Donc, c'est un peu... Moins on fait, moins on veut faire aussi. Ben, ça m'amène à cette idée-là. Est-ce qu'il y a un point dans le continuum de la lenteur qui devient, je dirais peut-être pas jusqu'à dire malsain, mais est-ce qu'on peut trop ralentir, tu sais? Trop ralentir pour qui? Aux yeux des autres? Aux yeux des autres ou à soi-même? Trop ralentir, j'en connais qui ont déjà fait ce cheminement-là et ils sont rendus très heureux dans ce qu'ils vivent. On choisit notre vie, on la crée notre vie. S'il y en a qui veulent complètement ralentir puis performent pas vraiment, c'est leur choix. Puis s'ils sont heureux là-dedans, tant mieux. Est-ce qu'on peut ralentir et rester fonctionnel dans notre société? Parce que j'ai l'impression que ça peut bloquer beaucoup de gens de ralentir, de dire, ben, il va falloir que je me déplogue un peu, d'avoir une vision extérieure, d'avoir des grands sacrifices. S'outiller. Je crois ce qu'il faut ici rappeler, c'est que notre société est une société à 2 vitesses. On n'a qu'à aller dans la rue, on peut le voir. Il y a d'un bord les gens qui sont les bras partout, ils sont ici partout en même temps, ils voient leur téléphone d'un simple coup d'œil, tout marche très bien. Et de l'autre côté, tu as des gens qui n'arrivent même pas à inscrire un projet dans tout cet engrenage parce qu'ils sont tout à fait marginalisés. C'est ça, tu parlais de l'inertie aussi. L'inertie, oui, c'est ça. Et il y a une espèce de cercle vicieux là-dedans que même s'ils voudraient faire quelque chose, par défaut, ils sont marginalisés. Et plus qu'ils essayent, plus qu'ils sont marginalisés parce qu'ils ne sont pas au même rythme que les autres. Et le même rythme que les autres. Et ici, encore une fois, je vais essayer de faire l'avocat du diable. Oui. Ma perception, je vais faire les liens entre ce que Patrick et Mario ont dit, c'est que la lenteur et la performance. Ici, la performance, pour moi, n'est pas une question de vitesse, n'est pas une question de productivité. La performance, c'est atteindre ses objectifs. Si mes objectifs... Il y a une différence entre être occupé et être efficace. Tout à fait. Ça veut dire que si pour moi, être performant, c'est savourer quelque chose qui requiert de la lenteur, je suis encore performant. Okay? Je suis pas productif, peut-être, mais je suis performant. Okay? Et je vais essayer aussi de faire le lien où est-ce que l'influence que a notre environnement. Okay? Une personne efficace ne subit pas l'inefficacité des autres. Ça veut dire que même si je suis dans un environnement qui est à une autre vitesse, si moi je me trouve performant dans celle-là, ben, pourquoi est-ce que je devrais essayer de m'ajuster à l'autre? C'est qu'encore une fois, c'est une introspection avant tout qui me permet de dire voici quels sont les résultats que je souhaite, pas nécessairement ma société, et est-ce que ce moyen fonctionne pour moi? Et si je peux me permettre de me faire l'avocat du diable, ce qui est intéressant, c'est assez étrange pour moi de considérer qu'on peut faire l'expérience d'une temporalité personnelle sans influence par rapport aux autres et que les autres ne nous influencent pas. Parce que ce qui est intéressant dans l'accélération, c'est que même si on désire ne pas la vivre, elle nous est imposée. Est-ce qu'elle nous est imposée vraiment ou est-ce qu'on se laisse influencer? Ça, c'est intéressant parce que ça pose la question. Pour moi, il y a 2 types de temporalité qu'on peut déceler. Celle qu'on nous est imposée et celle qu'on choisit. Mais n'empêche qu'il y a les 2. Oui, il peut y avoir les 2, mais ça reste que c'est un choix très personnel à la fin. Et même de ne pas choisir et de se laisser influencer est un choix en soi. En effet. Donc, une grande question.
a-t-on c'est-à-dire, est-ce que notre... Assumons-nous notre choix. Oui, c'est ça. Est-ce que nous avons une responsabilité face aux autres? Oui. Et quand notre vitesse notre performance, c'est un peu différent, mais... Notre rythme voilà, rapide. notre rythme rapide. Oui. Est-ce que ça n'a pas un impact négatif dans notre environnement ou, disons, une entreprise va dire « Ah, ben cette personne est rapide, tout le monde doit suivre. » Mais quand on parle d'irritabilité, quand on parle d'intolérance, quand on parle de jeter du stress sur des vies innocentes à l'épicerie, parce que nous, ça fait pas notre affaire. Il y a un aspect aussi de la conscience de soi et des autres dans cet aspect de rythme-là. On vit ensemble. Là. Mais il faut le faire dans le respect. Ça veut dire que je dois respecter la différence des autres et simultanément respecter mes besoins et ma différence vis-à-vis des autres. C'est intéressant, puis on parle souvent de cet impact-là. Tu sais, là, j'ai parlé d'impatience, intolérance, du fait que quand on ralentit les autres, le rythme des autres nous rentre dedans, puis on voit non seulement eux, mais notre ancien moi, peut-être Patrick, qui sait, ou c'est comme « boy, je retournerai pas là ». Moi, ça m'est arrivé d'avoir ces réflexions-là, mais que dire de ces gens qui sont justement très bien dans cette performance, somme toute, épanouissante, parce qu'on l'a peut-être pas assez nommé pendant l'émission, mais c'est pas tant le rythme que l'épanouissement qu'on retrouve dans nos vies qui compte. Mais quand nous, on a un rythme relativement et que là, notre conjointe décide qu'elle devient une slow d'Amérique et que, et entendez-moi bien, on rit avec ça, mais moi, le slow, je l'ai appliqué et je ne rechangerai pas. J'ai ralenti énormément dans ma vie. C'est très important. Moi, faire des mandalas, c'est un must. Et je veux du temps pour ça et je choisis d'avoir du temps pour ça. Mais on parle pas souvent de cet impact-là que quand tu choisis de toi baisser ton rythme. Quand les choses continuent et restent les mêmes, parce que ta conjointe peut te regarder et dire « Gars, c'est le fun, là, chérie, mais on a encore 4 enfants, tu sais, puis une hypothèque. » Puis tes mandalas, ils peuvent attendre. S'il te plaît, parce que là, actuellement, c'est sale, puis moi, je suis pas bien. Ben, peut-on faire un compromis? Ben, en fait, plus qu'un compromis, est-ce qu'on peut aborder la négociation? Est-ce que quelque part... Parce que dans le compromis... c'est important parce que j'ai de l'empathie pour chaque partie qui vive un changement de rythme. Et parce que dans le compromis, il y a un goût amer, hein? C'est comme quelque part, tout le monde met de l'eau dans son vin puis ça goûte plus rien. Donc, étant dit... Vu comme ça, oui. Non, c'est vrai, c'est très vrai. Mais c'est vrai, c'est qu'on a tellement prôné le compromis qu'il n'y a plus de satisfaction personnelle. Personne est épanoui. Parce que il fallait que je fasse plaisir à mon conjoint, à ma mère, à ma belle-mère, à mes voisins. Ouais. Est-ce que quelque part, on peut... Et c'est là que je vends... J'ai du lait puis du jus d'orange en tête. Je suis comme, c'est vrai que personne ne veut boire ça. Est-ce que quelque part... en développant nos compétences relationnelles, et là, je prône pour ma paroisse, c'est certain, on n'apprend pas plus à mieux communiquer, mieux négocier, mieux entretenir des relations qui sont mutuellement satisfaisantes. Ça veut dire que si mon conjoint décide de faire un changement au niveau de son rythme, est-ce que quelque part, on peut s'en parler, trouver une façon qui reste mutuellement satisfaisante? Viable, Et c'est intéressant que tu dis ça parce que pour moi, ça rejoint en plein mes recherches à moi qui sont sur la négociation. Mais pour moi, il est possible, en fait, je montre dans mes recherches qu'il est possible de viser plus haut que la négociation. Ben, dans la vraie négociation, tout le monde en sort gagnant. Moi, je distingue conversation et négociation. Dans la conversation, tout le monde en sort gagnant, pas dans les négociations. Si dans la négociation, il y a de la collaboration. Oui, mais il faut nécessairement qu'il y en ait un qui gagne et l'autre qui perd. Jamais, non. Je suis pas d'accord parce que ça, c'est pas dans le sens que dans la négociation, et là, on finit ça avec du feu, là. C'est très bien. C'est que dans la négociation, il y a 2 aspects qu'il faut être capable de considérer. L'intérêt que j'ai vis-à-vis la relation et l'intérêt que j'ai vis-à-vis l'objectif. À fur et à mesure que je me promène sur des axes, différentes négociations sont possibles. Il y a la compétition où est-ce que moi, je suis gagnant et toi, tu es perdant ou vice-versa. Okay? Il y a aussi l'évitement. La relation est plus importante que l'objectif. Je vais éviter la chicane. Je vais lâcher prise, je vais... Non, mais je vais l'éviter complètement parce que de toute façon, l'objectif n'est pas important pour moi. Il y a aussi l'accommodement. Okay? L'accommodement, qu'est-ce que c'est en train de me dire? C'est que la personne, pour moi, est importante. Donc, je suis prête à m'accommoder. Okay. Et enfin, il y a la collaboration, où est-ce que dans la collaboration, on cherche tous les deux à en ressortir avec des solutions qui sont satisfaisantes. Il n'y a pas de perdant. Oui, mais justement, ce n'est pas dans la négociation. Ben oui, c'est une forme de négociation. Donc, mettons qu'on négocie, converse dans nos maisonnées là, sur le rythme de la vie. Patrick, toi, as-tu
à gérer ça, c'est peut-être parce que c'est un petit peu confrontant aussi de dire, OK, toi, t'as peut-être vécu une partie plus difficile dans ta vie émotionnellement, psychologiquement, mais pour moins que t'en es ressorti avec un nouveau mode de vie, bon, disons-le comme ça, ou du moins que t'essayes de l'installer encore et toujours. Oui. Est-ce que t'as eu à avoir des conversations sur le rythme de la vie en général? Vous voulez dire par rapport à d'autres personnes ou par rapport idéalement, à moi-même? Tu peux te parler à toi aussi si tu veux, mais avec d'autres personnes. C'est-à-dire, les autres vont à leur rythme qu'ils veulent, mais moi, on me l'impose pas, puis je l'impose pas aux autres. Donc, c'est cette idée d'influence. C'est ça. Si tout le monde se laisse un peu faire, il n'y a pas... C'est un peu comme on est tous majeurs et vaccinés. Hein? Moi, j'ai un rythme, puis si on veut me l'imposer plus vite, regarde, ça ne passe pas, comme dirait Gandalf. Okay? Sauf que j'ai beau parler comme ça, mais j'abdique des fois parce que c'est un travail en cheminement, mais j'ai toujours tendance à penser à l'autre, à accommoder pour le bien, en tout cas des enfants, entre autres. On parlait de négociation. C'est toujours, ouais, c'est ça. Mais moi, je vois pas perdant-gagnant. Pour moi, c'est l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, je suis prêt à faire plein des concessions pour arriver à l'objectif. Et quand on est dans les valeurs d'amour universelles, c'est très difficile d'être dans ce mouvement slow tout le temps. Là. Tu sais, c'est comme, OK, prendre le temps, ça peut entrer dans le cadre des slow. Mais là, des fois, il y a des urgences, il faut vite agir. Donc, il y a un peu une notion de jugement en termes de discernement, c'est-à-dire, on a parlé tantôt des opérations à cœur ouvert, c'est pas le temps de prendre notre temps, où il y a des fois où on doit aller vite. Ça permet aussi peut-être de relativiser certaines choses dans la maison, à dire oui, chérie, je comprends qu'on a encore 4 enfants et une hypothèque, mais est-ce que ceci est réellement important et est-ce que ceci peut être justement remis à demain parce que le temps est circulaire puis que c'est pas grave selon, là? Puis écoute, si on mange pas ça aujourd'hui, on va pouvoir le manger demain. Puis encore une fois, ça dépend, est-ce qu'on est capable d'amorcer un dialogue avec les gens qui nous entourent. On a tendance à penser qu'on a des points bonus si on devine ce que l'autre est en train de penser, plutôt que d'essayer de vraiment développer un dialogue qui est respectueux, qui est capable de dire voici ce que je ressens ou voici ce que j'ai besoin, comment est-ce qu'on peut trouver une solution? Si on est dans les gens qui se sentent interpellés puis qui disent sincèrement, moi, je suis prête à faire ou je suis prêt à le faire. Je suis prêt à diminuer mon rythme parce que je pense que j'aimerais mieux bien sentir, bien voir, bien toucher et bien goûter les choses, là, parce qu'on se rappelle que nos sens... Savourer la vie. Oui, c'est ça. Ouais. Sont inhibés quand on va trop rapidement, plus rapidement que le rythme de la marche. Est-ce qu'il faut se dépêcher, paradoxalement, à ralentir? Est-ce qu'on a une urgence sociale de santé mentale et d'accélération qui appelle ironiquement à se dépêcher de ralentir? Ben, c'est ironique, mais en même temps, c'est très normal parce qu'on sait très bien on a beaucoup de travaux qui parlent du sujet, mais tout excès d'accélération mène à la décélération. Oui. Le trafic est le meilleur exemple. On veut aller très, très vite tous, mais on finit qu'on reste... Un goulot d'étranglement. On reste tous pris dans le bouchon. Oui. Et le burn-out peut être une même chose. On veut éviter de prendre du temps pour nous-mêmes parce qu'on doit accomplir les choses qui nous sont demandées et on finit par tomber en burn-out, finalement. Tout à fait. Qui nous sont demandés, mais qu'on s'impose à soi-même. Exactement. Oui. C'est mon cas, moi. Non, c'est vrai, parce que non seulement on parle de beaucoup de choses à faire, mais on a tellement de possibilités en 2020 de choses à faire que à la minute où on est curieux, intéressé, d'accumuler les idées, là. Oui. C'était ton cas, Patrick. T'avais beaucoup d'idées, t'avais le goût de... T'es créatif, t'es quelqu'un qui peut s'intéresser à plusieurs choses, ça fait que ça s'empile rapidement, là. Je me suis impliqué beaucoup dans des mouvements... gauchistes qu'on appelle, là, plus comme que c'est à l'heure actuelle, mais pour l'amélioration de notre environnement. Tu sais, c'est comme revenir au début quand je disais que je fais partie, pour moi, être sur Terre, c'est une expérience. Je suis un explorateur et je veux vivre cette expérience humaine avec la solidarité, c'est mon choix. Je veux le vivre avec la solidarité, l'entraide, parce que pour moi, de ma vision, c'est que le monde, à l'heure actuelle, n'a pas besoin de gens qui ont plus de succès au niveau financier, etc., mais on a besoin de plus de compteurs, de gens qui s'occupent des autres, des gens qui s'occupent de soi-même aussi, mais qui ait plus d'empathie que ce qu'on a à l'heure actuelle. Il y en a, c'est beau, mais c'est pas assez concret et on dirait que l'autre
sens contraire, il prend le dessus. Il est trop fort. La vardise, l'endettement, endetté pour avoir un pouvoir sur les peuples, etc. C'est clair, c'est là. Et moi, ce que je me dis, bon, je suis là, je suis une goutte d'eau dans l'océan, mais alors je vais faire ce que je peux pour... au moins, j'aurais dit, tu sais, comme ceux qui écrivent des fois sur la Terre, là, Jennifer was here, or with, tu sais, ben moi, c'est ma façon de laisser une trace, même si je ne serai plus Patrick une fois que je retourne dans les étoiles, disons, dépendamment du cas. Fait que, donc, c'est ça. Alors... t'as fait un choix qui est cohérent avec tes valeurs. Mes valeurs. Exactement. Et ça ne dit pas... C'est sûr que je prône beaucoup la lenteur, mais lenteur veut dire tellement de choses. Ça veut dire tellement de choses. Qu'est-ce qu'elle veut dire, lenteur? Lenteur, pour moi, souvent, c'est prendre le temps. Le temps d'écouter les gens. D'écouter un enfant quand il dit « j'ai le goût de me suicider », puis la personne a 10 ans. OK? Ça, tu déposes tes choses, puis tu prends le temps. Ouais. Même si je dis « il faut que je retourne vite, j'ai des choses à faire », hey! Fait que c'est ça quand vous parlez d'efficacité, Madame Alessandra. Donc, c'est savoir prioriser. Tout à fait. La priorisation et la démarche. Mais dans le sens que basé sur quel objectif? C'est que rien n'est possible si on ne sait pas c'est quoi le résultat souhaité à la bout de ligne. Et Mario, on va terminer sur cette histoire du pêcheur que tu nous as amenée, que je trouve fascinante, et qui est sur cette idée-là de l'objectif pour lequel on utilise notre temps. Alors, c'est une nouvelle qui a été écrite par Henrik Boll. Elle s'intitule « L'anecdote pour saper la morale au travail ». Et je crois que c'est intéressant parce qu'elle illustre bien le problème de temps tel qu'il se pose à nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Dans une lointaine contrée rurale d'Europe du Sud, un pêcheur est assis face à une mer d'huile et pêche avec une vieille canne artisanale. Un entrepreneur prospère qui s'offre un congé en solitaire au bord de la mer, l'aperçoit au cours d'une promenade, l'observe un moment, secoue la tête et lui demande pourquoi il pêche à cet endroit-là. Là-bas, près des brisants, il pourrait prendre 2 fois plus de poissons. Le pêcheur le regarde, étonné. « Pourquoi donc faire ?» demande-t-il d'un air perplexe. « Eh bien, il pourrait vendre les autres poissons au marché de la ville voisine, acheter avec le produit de sa vente une canne à pêche en fibre de verre toute neuve et, en plus, des hameçons spéciaux extrêmement efficaces. Le produit quotidien de sa pêche en serait certainement doublé sans aucune peine. Et alors ?» demande le pêcheur toujours aussi perplexe. « Et alors ?» répond l'homme d'affaires, qui commence à perdre patience. « Il pourrait rapidement acheter un bateau, naviguer en haute mer, prendre 10 fois plus de poissons et devenir ainsi rapidement assez riche pour s'offrir un chalutier moderne. »« Bien, dit le pêcheur, et qu'est-ce que je fais après ?»« Après, s'enthousiasme l'entrepreneur, il contrôlera la pêche sur toute la côte et il pourra faire travailler pour lui toute une flotte de bateaux de pêche. »« Ah, répond le pêcheur, et moi, qu'est-ce que je fais s'ils travaillent tous pour moi ? » Eh bien, il n'aura plus qu'à rester assis sur la plage toute la journée, à profiter du soleil et à pêcher. « Oui, dit le pêcheur, c'est justement ce que je suis en train de faire. » Instruit de la sorte, l'homme d'affaires s'éloigne pensivement. Lui qui jusqu'à là avait cru travailler pour pouvoir un jour cesser de faire n'éprouve qu'une once de pitié pour ce pêcheur pauvrement vêtu. Un peu d'envie seulement. Ralentis, baby, redonne de la vie à
Alessandra? Bien sûr, on se procure le livre « Conquérir l'efficacité, le savoir-agir essentiel à la réussite personnelle » pour être plus en harmonie avec notre travail, nos collègues, notre vie personnelle, l'utilisation de notre temps. Également, énormément de ressources faciles à lire. C'était extrêmement agréable comme lecture. Je le conseille à tout le monde et on peut également recourir directement au service de ta firme Solutions & Co. Pour les formations, qu'elles soient en ligne, qu'elles soient publiques comme lieu de travail, tout axé sur l'efficacité. On se rend sur le solutionsandco.com. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toi. Mario, tu es à l'organisation actuellement d'un colloque de philosophie politique qui va se tenir les 9 et 10 mars prochains à l'Université de Montréal. Et ça, c'est en attendant patiemment la sortie d'un grand projet de recherche sur lequel tu as planché et qui touche la place de la langue française dans notre société québécoise. On peut lire tes réflexions très poussées et sages, comme on parlait de ta belle sagesse dans les revues La Conversation Canada et Argument. C'est le cas du très intéressant billet sur notre manque de temps et l'hamstérisation de la vie paru en décembre dernier. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci pour vous. Patrick, la traditionnelle journée de la lenteur aura lieu le 21 juin prochain dans le cadre de la Journée internationale de la lenteur. Du côté de Montréal, c'est au Parc La Fontaine. On se rend sur le www.journeedelalenteur.com et nouveauté les 24, 25, 26 avril prochains. C'est un festival qui nous attend. Merci d'avoir été là. Merci à Jean-Sébastien à la Liberté. En régie, merci à Catherine Bourderon à la recherche. Merci à Louis Garon à la coordination. Merci tout le monde d'avoir été là. Et rappelez-vous ce proverbe africain la prochaine fois que vous aurez envie d'aller vite. Si vous êtes perdu, ne marchez pas vite. Et rappelons-nous que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Bonne semaine, à la semaine prochaine. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me.